Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Pendant 32 ans, vous avez réveillé les Français. Vous ne comptez pas pour autant vous endormir sur ces lauriers. Vous le démontrez avec un livre se déroulant dans le passé qui fait de vous un romancier plein d'avenir. Bonjour William Lémergie. Bonjour Jacques, comment ça va? Écoutez, ça va bien parce que j'ai lu Mirebalais ou L'amour interdit chez Albin Michel, un roman dont on va parler tout à l'heure, votre premier roman, qui fait suite à un parcours qu'on va évoquer, puisque c'est le principe des clés d'une vie, à travers des dates clés, si vous en êtes d'accord. Bien sûr. Alors, la première, c'est une date historique, c'est le 24 janvier 1960. Écoutez. 1960. Depuis 24 heures, les barricades se multiplient dans les rues d'Alger. Et oui, car ce jour-là, la manifestation pour l'Algérie française, vous êtes là, William Lémergie. Ah oui, c'est pas faux. C'est une date que j'avais... Alors, je me souviens de janvier 60, le 24, bien sûr, maintenant c'est très clair. Oui, parce que mon père m'a amené à cette manifestation. En réalité, j'avais un frère plus âgé que moi, et c'était un lycéen, et comme beaucoup de garçons qui vivaient là-bas, il était politisé, quoi, c'est-à-dire avec ses camarades pieds noirs, n'étant pas pieds noirs lui non plus, ni moi, ni notre famille, mais on vivait là-bas depuis longtemps. Il allait aux manifs. Et puis mon père, un jour, lui a dit « Méfie-toi, c'est dangereux, tu peux prendre un mauvais coup, ne fais pas ça, arrête-toi. » Et un jour, il a dit « Écoute, je vais aller avec vous. Je vais même dire à ton petit frère de venir. » Et il viendra voir ce que c'est qu'une manif et tu comprendras mieux. Donc, je suis allé là-bas. Il y avait des barricades. Il y avait la Gaillarde, il y avait la Grande Poste. Enfin, c'était rue Michelet, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on a oublié, c'est que tout est parti d'une déclaration du général Massu, un journal allemand, qui a dit l'armée ne pouvait pas s'attendre à ce que le général de Gaulle mène une telle politique. Il lance la menace d'un soulèvement de l'armée. Et c'est le point de départ de cette semaine des barricades. Oui. Alors, vous avez grandi entre le Sénégal, l'Algérie et le Mali, parce que votre père s'était engagé dans l'armée, William Lémergie. Alors oui, mon père était ingénieur de formation. Mais quand il a fait son service militaire, il a souhaité prolonger cette période-là qui lui a beaucoup plu. Vraisemblablement, il a fait une école ensuite d'officier et il s'est retrouvé parce que, alors là, pour le coup, c'était sa vocation. C'était aller loin. Et plutôt dans des pays dont il n'avait vu que des cartes dans des livres. Et donc, c'était l'Afrique et même au-delà, peut-être l'Asie. Et donc, il s'est retrouvé très vite comme jeune officier en Algérie, puis ensuite le Sénégal, puis ensuite le Mali. Mon frère est né à Madagascar et voilà, je suis un petit Africain blanc. Voilà. Et le Mali, d'ailleurs, vous avez connu les prémices de l'indépendance. Ah oui, ah oui, oui. Parce que mon père commandait une base militaire qui était à une quinzaine de kilomètres de Bamako, la capitale de ce que l'on appelait à l'époque le Soudan. Et on l'appelait même le Soudan français. Et donc, on avait vu ça parce que je me souviens que mon père m'amenait à l'école dans sa voiture le matin. Et en arrivant au lycée, il y avait tous ces élèves maliens, pas encore maliens, mais qui en avaient le secret espoir, qui tapaient sur la voiture avec des barres de fer, quoi. Le pare-brise a explosé, j'avais peur, mon père a fait demi-tour, on dit « Bon, ben, tu n'iras pas au lycée aujourd'hui ». Ouais, c'est toujours ça de gagner. Mais voilà, mes camarades de classe, j'étais en 5e à l'époque. Mais c'est vrai que les grands, ceux qui étaient en première et en terminale, c'était les prémices d'une presque révolution, en tout cas d'une indépendance, ça c'est sûr. Alors, vous êtes né à Libourne, comme ma mère, je crois, qui est née oui, absolument. un an après vous. Et votre prénom, c'est une tradition anglaise, je crois. Alors, chez les petits bourgeois de la région, ils trouvaient ça très chic de donner un prénom à l'un des enfants, à l'un des garçons de la famille. C'était pas encore le cas pour mon frère. Lui, il a hérité d'un prénom à la Tolstoï, il s'appelait Serge. Et moi, c'est tombé sur moi. Bon, ça allait parce que j'ai le teint pâle, j'ai les yeux clairs et les cheveux un peu rouquinous à l'époque. Donc, William, ça marche, quoi. Et c'était comme ça. Mais vous savez, il y a des grandes familles du Sud-Ouest et de Bordeaux en particulier où il y a James, Rodolphe, Henry, etc. Donc, pourquoi pas William? Voilà. Alors, ce qui marchait beaucoup moins, en revanche, c'était l'école. Je crois que vous avez toujours rejeté toute forme d'autorité.
Et vous Alors, détestez l'école. non, mais à l'école, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, en me penchant de temps en temps comme ça, à l'occasion de retour en arrière, j'ai l'impression que j'avais une tête qui frisait l'ironie. Et je me dis, ça doit être ça. Ils aimaient pas ça, les profs. Et je me suis fait pas mal jeter, oui, oui, Oui. assez souvent. Il y a un lycée très particulier, je crois que c'est le lycée Terrasson de Fougères à Bamako, Oui? où il n'y avait pas de porte entre les classes. Non, il n'y avait pas de porte ni de fenêtre. C'est curieux ça. Mais il y avait l'emplacement. Oui. C'est ça qui est curieux. Vous aviez la porte, on rentrait, mais il n'y a pas de porte. Et puis vous aviez 1, 2, 3 fenêtres dans la grande classe, mais il n'y avait pas de volets, il n'y avait pas de vitres, parce qu'il faisait toujours chaud. Et donc ils estimaient, ils n'avaient pas tort, que le fait de laisser ça en plein air, ben, ça donnait un peu d'air, quoi. Donc, mais après, j'ai trouvé très curieux d'aller dans d'autres lycées où il y avait des vraies portes. Moi, je disais, c'est bizarre, à quoi ça sert? Bah, il y a eu par exemple le lycée Fromentin à La Rochelle, Oui. où vous êtes retrouvé à cause des événements d'Algérie. Oui, oui, c'est-à-dire que mes parents ont considéré que vers la fin, on approchait de l'indépendance en 62, et par prudence, ils ont souhaité que j'aille faire mes études en France. Alors, mais le problème, c'est oui, mais où est-ce qu'on va l'envoyer, quoi? Et là, ils ont trouvé une vague cousine de ma mère qui habitait La Rochelle. Elle dit, bah, tu vas aller là-bas, comme ça sera ce qu'on appelait une correspondante. Tu iras chez elle le samedi, elle a accepté, elle te donnera dans le grenier, il y a une petite chambre, tu resteras là le samedi, puis tu retourneras au lycée le dimanche. Bon, très bien, je la connaissais pas très bien, la cousine. Elle a été adorable, gentille, elle était pas toute jeune non plus, mais délicieuse. Et j'y allais là-bas tous les vendredis après, oui, on sortait à 16h, oui, oui. Et La Rochelle, magnifique. Oui, alors il se trouve qu'à l'époque, la phrase que vous entendez le plus, c'est l'énergie, ça suffit. Oui, l'énergie, eh bien là aussi. L'énergie, ça suffit. Puis quand j'étais chez les curés, à une époque, c'était l'énergie. Quelle énergie! Alors, vous devez pas, la première fois, ça m'a fait rire, mais 20 ans plus tard, ça me faisait moins rire. Et le censeur dit que vous n'êtes pas Branque, mais Braque. Oui, Braque. Et c'est très curieux parce que Braque, quand il me dit ça la première fois, je comprends pas très bien Braque. Et il fait venir ma correspondante. La cousine, la dame, qui était une dame très bigote et très généreuse, qui convoquée par le censeur, et elle lui dit, Madame, votre petit cousin est Braque. Et elle connaissait le sens de ce mot. Elle est effrayée parce que Braque, il dit, il est fou, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut l'enfermer, il faut le piquer. Et là, Braque, ça m'est resté. Et non, j'ai collectionné pendant longtemps le record des bulletins de colle. Oui. J'ai été quasiment collé tous les week-ends. Et donc, j'étais le vétéran. Et quand les mecs disaient, ah, dis donc, toi qui as été collé, c'est comment la colle? On dit, oh, tu vois, c'est super. Voilà. Alors, il y a les anciens élèves, il y a Jean-Paul Sartre, il y a Pierre Berger, il y a vous, William Lémergie, mais il y a aussi un copain à Oui. vous qui est Alain Bougrain-Dubourg. Alain Bougrain-Dubourg, que j'ai retrouvé. Alors, Bougrain-Dubourg était formidable. C'est un type qui a introduit deux choses. Il a introduit les petits animaux dans les casiers des pensionnaires. Et il a introduit aussi la bande dessinée, parce que nous, on était en province, on ne connaissait pas tout des bandes dessinées, et lui, il recevait ça de ses parents. Mais Bougrain-Dubourg est un cas intéressant, parce qu'il était vif, il courait dans tous les sens, il était sympathique, et ses parents avaient une maison à l'île de Ré. Et c'est sur le chemin Paris-Île de Ré qu'ils se sont dit, mais pourquoi on ne le laisse pas là, après tout, en pension? Pourquoi on s'embête à le ramener à Paris? Alors, mon petit Alain, il était là-bas, et il allait en week-end, quand ses parents étaient là. Il allait à l'île de Ré. Donc, j'ai gardé des bons souvenirs après, avec Alain, oui. Et effectivement, il vous a fait découvrir le journal Pilote que vous ne connaissiez pas, alors que quand vous étiez enfant, c'était Spirou ou Tintin, ce qui n'est pas facile quand on suit les histoires. Non, mais alors, Tintin, Spirou, ma génération, tout le monde connaît. Ouais. Pilote, pour nous, c'était l'événement. Avec des nouveaux dessinateurs, avec une façon de penser qui était moins traditionnelle que Tintin et Spirou, quoi. Et là, Pilote, alors, Bougrain-Dubourg, c'était notre dieu, du coup. Voilà. Et Pilote a été créé au départ par un publicitaire qui s'appelle François Cloteau, dont le fils Rodolphe a été une vedette de la radio quand il était enfant. Et ensuite, il a dirigé les journaux pour les sans-abri. Ah, Et d'accord. Rodolphe Cloteau, qui est un personnage étonnant. Alors, il y a ensuite le retour à Alger, au lycée Michelet. Et là, il y a un copain que vous faites qui s'appelle Jean-Marc. Ah, Jean-Marc, oui, oui. J'ai pas beaucoup d'amis, mais celui-là existe toujours. Voilà.
Et Jean-Marc, même quand on se dit pas grand-chose parce qu'il voyage, parce que je suis pas au bon endroit, il m'appelle 5 ans plus tard, je décroche et il me dit « Comment ça va ? Dis donc, tu portes des lunettes maintenant ?» Parce Voilà. qu'il m'a vu à la télé avec des lunettes, mais je ne l'avais pas entendu depuis 5 ans. Alors, quelle est la définition d'un ami fidèle depuis toujours ? C'est celle-là. Voilà. C'est un gars qui vous appelle, qui dit « Ah bon, tu as des lunettes maintenant ?» Voilà. Et vous aviez un surnom qui était celui d'un duo de chanteurs. Ils ne se disent rien, Ah oui. mais n'en pense pas moins. Et pourquoi pas toi Lynn et Willy, qui en le 66 on fait la Rose d'Orlandy pour finir deuxième, et on vous appelle Lynn et Willy. Et le pauvre, oui, parce que moi, ça va encore, parce qu'on m'appelle encore Willy, mais c'est un diminutif. Mais lui, Lynn, alors il détestait qu'on l'appelle comme ça, quoi. Et un jour, il se marie, et sa belle-mère s'appelle Lynn. Et donc, de ce jour-là, on l'a plus jamais appelé Lynn. Alors ensuite, vous arrivez à Paris. Bon, les études, c'est pas votre truc. Finalement, votre but, c'est de devenir réalisateur de films publicitaires. Alors, la Engagé. publicité, oui, mais alors d'abord réalisateur. Moi, c'était ça mon truc, et je fais une école. L'école L'école de conservatoire indépendant. Oui, c'est ça. Conservatoire indépendant du cinéma C'est français. chic, Oui. non? C'était une école privée qui était dans le 9e arrondissement de Paris, que mon père, parce qu'il faisait comme ça la grosse voix, mais il était d'une tendresse avec son petit garçon, il m'avait autorisé à aller dans cette école-là de cinéma à condition que je fasse des vraies études, comme Oui. il disait, à côté. Donc j'ai commencé une licence de lettres, puis après une licence d'espagnol, et puis une licence... J'ai fait toutes sortes de choses. Mais j'ai quand même fait cette école-là. Mes camarades sortaient, ils sont devenus assistants metteurs en scène, ou très peu metteurs en scène d'ailleurs. C'était ça l'idée, moi, faire de la mise en scène. Ouais, et puis ça a changé puisque ça n'a mené à rien. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 10 mai 1973. A tout de suite sur Sud Radio avec William Lémergie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité William Lémergie. Ce livre Mire Ballet ou l'amour interdit est un roman dont on a parlé tout à l'heure chez Albin Michel. Et 10 mai 1973. Oui. Alors c'est le premier numéro de Un métier dont le titre est Moi, mon papa, il est pilote maritime. Et je crois que c'est votre premier documentaire dont vous êtes le producteur. Ouais, ça s'appelait, c'était Un métier, un père. Exactement. L'idée, et vous allez voir qu'à l'époque, je renonce à être metteur en scène, je trouve ça trop long et j'ai probablement pas le talent nécessaire. Et je me dis, je vais faire de la télé. Je ne connais pas, mais en tout cas, celle que je vois ne me convient pas. Et je me dis, il faut faire une télé pour les jeunes, voire les enfants. Et ça, c'était une idée pour la télé. Et je vais voir Jacqueline Joubert, qui à l'époque travaillait à ce qui était la première chaîne, pas encore Antenne 2. Et je lui dis, tiens, je vais faire une émission, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un documentaire, qu'est-ce que vous en pensez ? Je traite d'un métier, peu importe le métier, mais à travers les yeux d'un enfant qui est le fils du monsieur ou le fils de la dame. Par exemple, on va faire, voilà, là c'était le premier, c'était Pilote maritime. Voilà, pilote maritime. C'était à Port-de-Bouc. Voilà, c'était le gars qui pilotait le petit bateau, qui aidait pour rentrer les pétroliers dans les ports du Midi. Il s'appelait la Marseillaise, je crois, ce chalutier. Oui, absolument. Et l'idée, c'était, j'interrogeais cet enfant qui avait 12 ans en lui disant, qu'est-ce que tu connais du métier de ton père ? Et le gamin raconte, oui, papa, il est sur le bateau, il fait ci, il fait ça. Et ensuite, j'allais voir le père. Et je lui disais, écoutez, regardez votre fils, comment il parle de votre métier. Et le père découvrait la façon dont son enfant parlait de son métier. C'était à chaque fois une révélation, quoi. Et c'était après une manière de découvrir un métier original. Voilà, un métier, un père, oui. Voilà. Alors, ça a commencé non pas par la télé, mais par la radio. Car quand vous ne faites rien, votre père a un copain qui vous reçoit et vous allez travailler à l'Office de coopération radiophonique africaine. Oui, c'était l'ancêtre de RFI, si vous voulez. Oui. Hein. Et j'arrive là-bas, mais il était très gentil, ce monsieur. Il était au ministère de la coopération, et comme mon père avait écrit pas mal de bouquins qui servaient à la coopération, justement, il me recevait. Alors il me disait, venez me voir, parce qu'il aimait bien discuter avec moi, et on parlait de l'Afrique. Et moi, je venais chercher un boulot. Et ça venait pas du tout. Et un jour, il me dit, bon, allez, vous allez faire un stage au mois d'août à la radio. Et je rentre à Radio France, pas très loin d'ici. Et j'y suis resté pendant 15 ans, quoi. Oui. La radio, c'était une idée, une vocation, ou c'est tout ce qui vous restait, William Ah Lémergie ? non, la radio, c'était un partenaire.
C'est-à-dire qu'à la maison, quand on vivait en Afrique et tous ces pays qui arrivaient à l'indépendance, et quand on était en Algérie, n'en parlons pas, avec ce qu'on appelait les événements et qui était une guerre, on écoutait la radio le matin, le midi, le soir. C'était indispensable, mon père la mettait sur la table. Donc j'avais pas le choix. Donc moi, la radio, c'était un copain, c'était un partenaire, c'est un membre de la famille. Et c'est un métier que vous avez appris sur le terrain, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, il faut faire une école. C'est-à-dire qu'il y avait les cafés à porter, les dépêches pour commencer. Ah oui, bien sûr. Va couper les dépêches. Si en même temps, tu peux m'apporter un café. Oui, bien sûr, pas de problème. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ah oui, c'est évident. Et à l'époque, il y avait une autre chose, il y avait une dame qui était rédactrice en chef. Il s'agissait, on m'apprend à rédiger un texte, etc. Puis après, à faire des interviews. Et l'interview sur tel ou tel sujet, peu importe, sujet sociétal. Et je disais, il faut que j'ai un invité. Il dit, non, tu vas aller là, dans le quartier de la maison de la radio. Il y a une dame qui est au bistrot là-bas. Elle est très sympa, tu verras. Elle s'appelle Amandine et elle est tout terrain. Donc tu vas poser des questions, tu vas apprendre. Quand elle te répond, alors repose une question, etc. Et donc je passais ma vie dans la boutique de la dame pour apprendre mon métier de reporter. Alors, le premier papier, c'était l'avenir de la pétrochimie au Nigeria, et ça n'a pas été un gros succès. Ah non, alors ça, c'était terrible, ça. Et ils m'ont refilé ce truc-là. Et je me souviens que... oui, c'était dans 73. Je cours à la documentation, ça s'appelait Général. Oui. Pour aller trouver des trucs. La pétrochimie au Nigeria, pas facile, pétrochimie, n'en parlons pas. Et donc, j'ai un peu pompé l'article du Monde qui correspondait à ça, mais j'ai été repéré tout de suite, quoi. Voilà. Ouais. Mais comment vous savez ça, vous ? Je me suis un peu renseigné. Ah non, parce que ça, c'est pas banal. Alors, votre première grande interview avec le fameux Nagra, c'est celle-ci. Alors, Michel Polnareff est à l'Olympia. Oui. Et qui est de corvée pour aller l'interviewer dans sa loge ? C'est William Lémergie. C'est moi. Voilà. Et alors là, c'était mieux déjà, parce que j'avais franchi quelques étapes, j'avais le droit d'y aller avec mon propre Nagra, et c'était quand même une vedette. Hein, c'était une star. Ah oui, hein, c'est pas rien. Cette chanson, il l'avait enregistrée avec 500 chœurs. Et le jour de la dernière à l'Olympia, Johnny est monté sur scène pour la chanter avec lui. Ah, quelle belle chanson, en plus. Et je vais dans les coulisses avec mon truc sur l'épaule, et la loge de Monsieur Polnareff, écoutez, attendez, là, parce qu'il vient de sortir de scène, il est tard, bon... Je dois les retrouver là-bas, il était avec des amis. Bon, j'arrive, je frappe, j'entends des gens qui parlent fort, on m'ouvre la porte, je dis, je suis le monsieur de la radio, c'est pour l'interview. Et bon, oui, entrez. Alors, il parle à l'oreille de Polnareff qui est assis par terre avec le tout Paris. Et moi, j'arrive avec mon petit truc, ça, et il dit, et là, Michel Polnareff dit, attends, non, chut, taisez-vous, non, s'il vous plaît, il y a le petit là, viens. Viens, assis-toi là. Alors, non, il n'y en a pas pour longtemps. Vas-y, pose ta question. Vas-y. Alors, tout le monde, les vedettes, tout ça, ils sont là. Chut, vas-y. Tout le monde, je connais. J'avais peur. Et je commence ma question. Michel Polnareff. Pardon ? Non, pardon. Comment tu m'as appelé ? Michel Polnareff. C'est une catastrophe. Et très gentiment, il a fini par répondre à la question à Michel Polnareff. Et ça, c'est une catastrophe. Et je suis ressorti aussi rouge que j'étais rentré. Et quand je suis parti, très gentiment, tous ils m'ont dit « Bravo ! Polo, il est content, Polo !» Et il y avait parmi les gens qui étaient dans cette salle une danseuse du Crazy Horse, Oula Explosiva, qui était là et qui était sur les joues de Polnareff. Ah oui, mais il y avait des gens formidables dans cette loge. Mais je ne savais pas qui était tout le monde, hein, mais il y avait des gens bien. Hein. Alors, il y a eu un grand moment quand même, c'est le jour où vous avez reçu, je crois, votre carte de presse. Oh là, oui, bien sûr. Ça, vous êtes journaliste. Oui. Je suis enfin journaliste. Il a fallu attendre parce qu'il fallait faire des stages. Ensuite, avoir exercé la fonction de journaliste. Ça fait quoi ? La commission de la carte nationale des journalistes professionnels vous a accordé son crédit et hop, vous avez droit à une carte. Et je la reçois par courrier. Et donc, il y a le concierge. Oui, c'est ça, c'est le concierge de l'immeuble où j'habite, qui me dit, vous avez du courrier là, c'est la grande enveloppe. Je sors ça et je la lis, je la relis et je lui montre. Alors lui, il s'en fout complètement. Il dit, qu'est-ce que c'est ? Je suis journaliste. Il dit, ah bon, où ça ? Et je vois tout d'un coup 32 606. C'était mon numéro de carte et voilà, je l'ai gardé pendant longtemps.
Voilà. Alors, vous avez commencé à la télévision aussi avec un jeu qui s'appelle le Qu'est-ce que c'est, où on ne gagne rien sauf à être connu. Oui, et encore, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un des souvenirs que ça fait partie de ces trucs que j'ai oubliés pour Ouais. certains. Et je me souviens pas qu'est-ce qu'il fallait deviner même. Il y Un avait objet, une non? énigme, ou un objet, une Un o- énigme avec une des enfants énigme. autour de vous. Ah, c'est ça, oui, peut-être. Ah oui, oui, c'est sympa ça. Ah non, ça c'était bien. Ça va encore. Et il y a J'ai alors. fait pire. Oui, non, vous avez fait mieux encore parce que vous êtes le pionnier des émissions de l'après-midi de TF1 Oui. avec Ariane Gilles. Oui. C'était restez avec nous le lundi puis le mardi. Oui. Ça n'existait pas à l'époque, il n'y avait Non, rien. non, il n'y avait rien du tout. Existaient seulement les après-midi du samedi, mais en semaine, ça n'existait pas. Et Il donc, y avait la télévision scolaire oui. avec Walter et Connie qui étaient des stars internationales parce qu'ils apprenaient l'anglais avec humour aux enfants Mhm. et ça avait été vendu dans 50 pays. Mais à part ça, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Et c'est TF1 qui décide, ou TF1 s'appelait encore la première chaîne, qui décide d'ouvrir, comme on disait, les lundis après-midi et les mardis après-midi. Et c'est Eliane Victor, une grande dame des documentaires en France et de la télévision, qui m'a embauché. Et j'ai travaillé avec Ariane Gilles, qui était une femme de radio à l'époque. On était en couple pour présenter les après-midi. 4h55 d'émission, je crois. C'était très long. Oui. Je me souviens, j'avais interviewé à l'époque Eddie Constantine, formidable. Je me souviens d'un jour, nous étions sur une sorte de podium avec des téléspectateurs. Et moi, j'étais assis comme ça, Ariane et moi, on se passait le micro. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui tape dans mon dos comme ça. Alors je me retourne, je vois un type un peu frisé, très jeune. Je lui dis bonjour. Il dit bonjour. Oui, je dis oui, bonjour. Et je dis, vous êtes avec les téléspectateurs? Il dit non, je suis le chanteur. Ah, vous êtes le chanteur? C'est à Souchon. Je suis le chanteur, il me dit. Et ainsi de suite. Et on invitait des gens très bien. François Giroud, je me souviens aussi, des tas de gens intéressants. René Goscinny, Frédéric Rossif, on a oublié que le titre de 5 colonnes à la une, c'est lui qui l'a trouvé. Ah oui. Et finalement, cette émission, ça a changé votre vie. Comment vous êtes arrivé? Parce que vous n'étiez pas animateur du tout au départ. Non, mais Hervé. enfin, j'étais suffisamment clown et l'amuseur public dans mes classes successives, y compris à l'université, pour tenter le coup. Et une fois que j'avais fait cette première émission avec des enfants, je suis allé voir. Alors, Diane Victor, elle était en régie. Et je me souviens, c'était avec celui qui m'avait aidé à faire mon documentaire sur les enfants, Un métier impair. Elle me regarde comme ça, hein, et qu'est-ce que vous savez faire? Je dis, moi, je peux tout faire. J'ai fait télévision en tant que producteur et intervieweur. Elle me dit, il faudra qu'on essaye. Et elle me fait passer un test, quoi, comme on faisait à l'époque. On vous lançait pas comme ça à l'antenne. Et le test était satisfaisant. Et elle m'a embauché. Et je me souviens qu'il y avait quelqu'un à la direction de la première chaîne qui lui dit, alors, comment vous êtes arrivé ici? Bah, je lui dis, moi, c'est arrivé un peu par hasard, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien le métier et qui m'a embauché. Ah bon? Qui ça? Eliane Victor. Ah, je lui dis, c'est pas moi, hein, c'est elle qui m'a embauché. Donc, c'est sûrement bien que ce que je sais faire. Je m'en suis sorti comme ça, en disant, moi, je suis pas terrible, mais la dame qui m'a embauché, elle est formidable. Donc, voilà. Et puis finalement, vous avez été terrible. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 25 septembre 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec William Lémergie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité William Lémergie. On parlera tout à l'heure de Mire Ballet ou L'amour interdit, un roman passionnant et étonnant chez Albin Michel, votre premier roman. Et là, on revient au 25 septembre 1978. Là aussi, c'est une première. C'est l'annonce d'un jeu qui aura lieu la semaine suivante, qui s'appelle Marabout de ficelle. Oui. Et oui. ça, c'est un événement, parce que ce jeu, on a tous joué un jour à Marabout de ficelle, qui s'appelle le Shiritori au Japon. Oui, l'équivalent. c'est ça, Hein. c'est ça, exactement. Et là, vous annoncez ce jeu qui était une nouveauté. Oui, je suis allé voir à l'époque Jacqueline Joubert, qui est, pour le coup, à ce moment-là, en 78, directrice des émissions jeunesse. Et je lui dis, toujours avec cette idée, il faudrait faire des choses pour les jeunes comme je les aime moi. Je lui dis, là, je vous propose un jeu avec un dessinateur. Nous avons des enfants au téléphone en direct. Je leur donne une situation et les enfants inventent la suite. À la fin de la séquence, on choisit quelle est la meilleure suite parmi celles proposées par les enfants. Et le dessinateur... à ce moment-là, illustre cette situation. Très bien.
Ouais, sympa, pas bête. Ouais, bon, très bien. Et alors, vous avez pensé à qui comme dessinateur? Et je dis très fièrement à Cabu. Cabu, à l'époque, avait juste dessiné Le Grand-Duduche et rien d'autre pour l'instant. Et elle me dit, ah bon, c'est bien ça, Cabu. Et Jacqueline connaît tout le monde. Ah oui, ça c'est bien. En fait, c'est pas vrai, je bluffais, je l'avais pas encore rencontré. C'était juste pour tester si en disant Cabu, ça allait l'intéresser. Elle me dit oui. Et elle me dit, bon, on va faire une répétition, un petit essai pour voir à quoi ça ressemble. Et elle appelle son adjoint, qui était... la porte était toujours ouverte de Jacqueline, qui était dans le bureau à côté, et qui lui dit, tu peux venir là, s'il te plaît, là, viens. Alors, je vois arriver un type avec une moustache, pas sympathique du tout, et qui s'est révélé être l'homme le plus gentil du monde et qui m'a appris mon métier. Et après, je suis allé voir Cabu. Parce qu'il m'a bien fallu que... Et c'était ça mon contrat. Et j'étais le voir, il est venu avec sa femme, Véronique, qui n'était pas encore sa femme à l'époque. On a été au bar en bas de la maison de la radio. Je lui ai raconté cette histoire. Et sa femme disait, non, Cabu, c'est un dessinateur d'actualité. Vous savez, il va pas faire des petits Mickey pour les enfants. Des petits Mickey. On dit, mais non, mais c'est pas ça. On fait travailler l'imagination des enfants. Vous vous rendez pas compte? Bref, j'y suis arrivé à la convaincre. Et on a fait cette émission-là qui a plutôt bien marché puisqu'on a écrit un album. Voilà. Et cette émission est entrée dans le cadre d'une autre émission mythique. Récré à deux, enfin récré à deux, quel plaisir. Alors, c'est pas le générique, il y en a eu plusieurs, c'est pas le générique du début, mais vous avez donc débuté aussi avec Dorothée, à l'époque où personne n'imaginait qu'elle deviendrait une star. Non, bien sûr. Moi, quand j'ai commencé avec Dorothée, c'est Jacqueline Joubert qui m'a dit vous connaissez Dorothée, vous savez, c'est la jeune speakerine qui de temps en temps fait des... Ah oui, bien sûr, je la connais. C'est elle qui va animer cette émission Récréa 2, à laquelle vous allez participer. Bon, très bien. Et je découvre effectivement Dorothée... Telle que vous l'imaginez, elle n'a pas changé. Non, et une bosseuse acharnée. Ah oui. Et il y a une équipe, et vous êtes un peu le responsable éditorial de l'ensemble. Alors, au début, pas encore, mais assez vite, comme j'étais presque le plus âgé de la bande, effectivement, que j'avais des velléités de diriger une troupe comme ça, et ça m'est tombé tout de suite dessus. Et j'ai dit, bon, avec plaisir. Moi, j'ai une séquence qui s'appelle Marabout de ficelle, mais si vous voulez que je m'occupe du reste, je me dis, fais-le, dépêche-toi. Et je me suis occupé de la partie éditoriale et de toute cette bande de jeunes qui étaient, comme vous le disiez, Dorothée, ça se voyait très vite. Elle pensait qu'à ça, quoi. C'est-à-dire, c'était son boulot. Son boulot, c'était quoi? C'était toute sa vie. Quand on allait chez elle, c'était un endroit où elle dormait, mais elle mangeait même pas là. Non. Il y avait un lit, il y avait une salle de bain, puis l'essentiel, c'était ce qu'elle faisait sur les plateaux. Mais dès le début, c'était comme ça. Et c'était une ambiance qu'on peut plus imaginer aujourd'hui, de camaraderie totale. Ah oui, bien sûr. Qui n'existe plus. Je crois, ouais, en tout cas moins. Pourquoi? Parce qu'on avait tous le même âge. On était tellement contents d'être là. Et ça a eu du succès assez vite. Donc c'était formidable de savoir que tout ce qu'on faisait avait un sens. Voilà. Et ce qui avait un sens aussi, c'était vos activités annexes, notamment la chanson. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est les Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est Collector, William Lémergie qui chante Pac-Man. Il roule, c'est malin, c'est une petite boule qui n'a peur de rien. Comment c'est venu ça, la J'y chanson? arrive en plus. On décompte, c'est il y a 50 ans. Ouais. Je sais plus. Oh, il y a moins que ça. Comment c'est arrivé? Non, mais c'est Jacqueline Joubert, toujours elle, qui considérait qu'il fallait alimenter cette émission Récréa 2 en chantant les génériques des émissions qu'elle diffusait. Soit c'était des trucs qui venaient du Japon ou d'ailleurs, soit c'était des chansons écrites par Jean-Luc Azoulay, autrement dit Jean-François Porry. Et donc on était amenés et moi tout d'un coup on diffusait Pac-Man. Donc elle m'a dit, bon, c'est toi qui vas chanter Pac-Man, et Jean-Luc Azoulay a écrit la chanson. Voilà. Et il faut savoir qu'à l'époque, le Pac-Man, c'était l'un des premiers jeux vidéo. Et ça a été une des plus grosses recettes de tous les temps. Et il est aujourd'hui au musée d'art moderne de New York. Ah oui, ouais, c'est étonnant. Ouais. Et finalement, c'était un jeu où on évitait les Pac-Gum, on évitait les fantômes. Les fantômes, oui. Alors, vous êtes aussi occupé de Disney Dimanche, qui était une nouveauté aussi, puisqu'à l'époque, Disney n'était pas aussi ouvert aujourd'hui qu'à la télévision. Bien sûr. Et c'était même la chasse gardée de Pierre Tchernia,
Charnier Voilà. qui avait inauguré cela. C'était le monsieur Disney de la télévision et d'Antenne 2 à l'époque. Et un jour, Jacqueline me dit je t'ai organisé un rendez-vous avec Pierre Charnier. Oh, moi, c'est formidable. Autrement dit, c'est comme si on disait à un ingénieur tu vas rencontrer, ou un philosophe, tu vas rencontrer Einstein, quoi. Moi, il m'a dit Pierre Charnier, formidable. Et ben voilà, Pierre est d'accord, on va te confier la production d'une émission. Alors, ça sera plus Bienvenue Disney, trouve un titre, et puis ça sera montré des extraits de films de Disney, des courts extraits, et présentés par Dorothée. Et donc, j'ai écrit pour Dorothée pendant, comme ça, des années. Et aujourd'hui, on voit Disney partout, mais à l'époque, c'était pas courant, je le répète. Alors, il y a aussi le jour où vous allez pleinement inaugurer et honorer votre carte de presse 32 606 avec cette émission. Le 10 janvier 1985 débute Télématin, et ça, c'est une aventure étonnante aussi, qui a changé votre vie, William Lémergie. Complètement. Parce que nous, on était restés là, il y a quelques instants à Récréa 2. Alors certes, j'en étais le producteur, mais ça s'arrêtait là. Et puis, un peu l'animateur en même temps que d'autres. Et puis, Antenne 2 décide d'ouvrir les petits matins. Ce qui était une nouveauté. Canal+ avait commencé avec Michel Denisot, mais bon, c'était il y a quelques mois. Et puis toutes les autres télévisions européennes, notamment les Anglais, avaient commencé les émissions du matin. Et ils me disent, il faut un animateur, mais c'est peut-être toi, mais ça peut être un autre. Alors, ils citent dans les candidats toutes sortes de jeunes animateurs de l'époque. Et puis, c'est tombé sur moi, après avoir fait là aussi quelques essais. Et me voilà animateur de cette émission-là. Après une grève qui avait duré 10 jours, où on attendait, on était là assis en bas. Grève aujourd'hui, ah bon, on ne commence pas. Je vous dis pas la tension quand ce 10 janvier est arrivé. Oui, mais ça a duré 32 ans. Ça veut dire que pendant 32 ans, vous êtes levé à l'aube tous les matins pratiquement. Oui, tous les matins, et encore aujourd'hui. Et comment ça se fait? Comment on vit ça? C'est pas facile. Ben, c'est pas facile quand on se couche tard, Oui. mais quand on se couche tôt comme moi depuis toujours, donc c'est devenu une habitude. C'était ce qui était difficile pour moi, c'était les samedis et les dimanches où je me réveillais toujours aussitôt et tous les autres non, dans ma famille. Alors, il se trouve que moi j'ai vécu ça en 88 sur TF1, et c'est vrai qu'être debout, être à l'antenne à 7h du matin, à 13h, on a quand même un coup de barre. Ah ben, on a un coup de barre, il est recommandé d'aller faire une petite sieste, ce que je faisais. Alors, il faut savoir que Télématin s'était inspiré de Today, qui est la première émission américaine qui dure depuis le 14 janvier 1952 sur le réseau NBC, qui est la plus vieille émission d'information de la télévision. Oui, c'est vrai. Et alors, nous, on s'est inspiré de ça. Et les concepteurs de l'émission, car je n'étais pas parmi les concepteurs, mais j'étais juste l'animateur au début, se sont inspirés de ce que faisaient les Anglais, c'est-à-dire un mélange de petites séquences assez courtes, entrecoupées d'une chanson ou deux de temps en temps, un bulletin météo, un journal. C'est les Anglais qui nous avaient inspirés. Et puis, il a fallu construire une équipe de chroniqueurs qui étaient des inconnus, qui sont devenus des compagnons du matin de la France entière, William Lémergie. Oui, c'est vrai. Et ils sont restés avec moi. Il y a ce qu'on appelle un turnover, ça veut dire un changement de collaborateurs. À Télématin, il y en a pratiquement eu, je sais pas, un ou deux. Ou une qui est partie vivre en province et un autre qui est tombé malade. Mais sinon, ils partaient pas, ils voulaient pas partir. D'ailleurs, je voulais pas qu'ils partent, mais c'était bizarre, il n'y a pas de turnover. Ils étaient bien là, c'était une véritable famille, une troupe, comme je dis parfois. Qu'on engageait comme ça avec des castings ou Oui. instinctivement? Oui, alors l'instinct, ça c'est voilà, vous avez peut-être remarqué que j'ai un gros nez et ça me permet de renifler un peu le talent des autres. Et oui, je l'ai repéré ici ou là, un petit dialogue avec le candidat, mais peu importe, parce que quand je les recevais, je me souviens, ça a été comme ça pendant 30 ans. La question n'était pas est-ce que vous avez une spécialité, vous êtes quoi, journaliste accrédité à ceci, spécialiste de cela. Je disais non, parlez-moi. Et est-ce que vous estimez avoir une personnalité? Alors le mec, du coup, ah ouais, c'est ça. Je dis, c'est bon, vous avez une personnalité. Je trouverai un endroit où vous placez. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a eu une pause de 2 ans avec le journal de 13h que vous avez présenté. Oh, oui, un peu plus. 3 ans. Ouais. Et ça, c'est venu aussi entre les deux. C'était autre chose. C'était bizarre ça, parce que je présentais, et puis c'est Jean-Marie Cavada
qui était le patron, le directeur d'Antenne 2, qui cherchait à remplacer le journaliste du 13h. Et voyant ce que j'avais fait à Télématin en tant que journaliste, donc c'était quand même animé 2 heures de direct par jour, et il m'a dit, bon, est-ce que tu sais faire ça? J'ai dit, oui, j'ai déjà fait ça à la radio. Ouais. Mais là, pourquoi pas? À mon avis, ça devrait être faisable. Et j'ai fait ça pendant plus de 3 ans, oui, absolument. Avant de revenir le matin. Avant de revenir, oui, oui. Et puis, vous avez eu aussi une autre activité. Écoutez ce générique. Allez, tire! Passe ton chemin! Passe ton chemin! Les Misérables de Claude Lelouch, vos débuts au cinéma, William Lémergie. Comment c'est né, ça? Ah, ça, c'est très simple. Un jour, je me fais piéger dans Surprise, Surprise. Avec la complicité de ma femme et de mon plus jeune garçon, qui s'appelle Sacha. Et donc, un jour, on me dit, ma femme me dit, oh, viens, on va assister à une émission de télé où Sacha joue avec ses camarades. C'est un jeu très sympathique pour une chaîne pour les enfants. Oui, bon, j'arrive au dernier moment. Volontairement, ils me font arriver en retard. Tout ça est programmé, tout se complice, sauf moi. Et j'assiste à un spectacle. Je vois l'équipe de mon fils, de son collège, et contre les autres. Il a, à l'époque, 9 ans, 8-9 ans. Donc, première question. Combien y a-t-il de taxis à Paris? 6 000, 12 000? Alors, je vois mon petit garçon qui lève la main en disant 12 000. Ah, bravo, bravo. Il y a un point pour l'équipe, Sacha. Et ainsi de suite. Et le gamin répond à tout. Et alors, j'avais un micro dans mon dos, je ne le savais pas, et je me tourne vers ma femme, je dis, qu'est-ce qu'il a? Il a bu ou quoi? Comment il fait pour répondre à tout ça? Je ne sais pas la moitié des questions qu'on lui pose, je ne comprends rien. Et à la fin, quand je suis... Une dernière question, alors dernière question, c'est l'équipe de Sacha qui gagne. Dernière question, comment s'appelle le journaliste qui présente Télématin? Et je me dis, c'est facile pour Sacha. Et il ne lève pas la main. Je dis, mais quoi enfin? Et tout le monde fait, bravo, là, perdu. Au même moment, ailleurs, Claude Lelouch est victime de Surprise, Surprise. Lui aussi, il se fait piéger par son fils, Simon. Je vous le raconte? Oui. Ils sont dans une salle d'attente d'un médecin. Claude attend, lit le journal, son fils Simon à côté, c'est le complice. Et à côté de lui, 3 personnes, dont 2 parlent ensemble, un homme et une femme. Ils parlent. Et puis Claude tend l'oreille, et tout d'un coup, il baisse le journal. On le voit dans le document. Il baisse le journal, il regarde le couple, il se tourne vers son fils. Il dit, Simon, tu as entendu? Alors, il dit, non, papa, c'est quoi? Il dit, il parle, le discours. Quel discours? Il dit, les dialogues, ils viennent de dire les dialogues de mon prochain film, enfin, c'est quand même fou, non? Alors le fils dit, oh, papa, arrête. Et il fait semblant de relire, Simon. Et les gens continuent. Et évidemment, Simon avait filé le dialogue du prochain film de son père aux 2 à côté. Et Claude, il dit, c'est pas possible, comment ils font pour dire mon dialogue? Donc, ils sont coincés. Voilà, Claude et moi, et on se retrouve un jour sur un plateau pour dire, nous avons été parmi les piégés de Surprise, Surprise. Et il me dit, je regarde votre émission, je me lève tous les jours à 6h, je cours, et à 6h30, je prends votre émission. Venez me voir au Club 13. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il y a eu le cinéma, la télévision, la radio et maintenant le roman. On en parle avec une autre date, le 7 avril 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec William Lémergie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité William Lémergie. 7 avril 2021, sortie de Mire Ballet ou L'amour interdit chez Albin Michel, votre premier roman. Vos débuts de romancier avec un roman étonnant, parce qu'on aurait pu imaginer un roman sur la télévision, sur l'Afrique. Mais là, on est dans un passé lointain, au début du XVIIIe siècle, avec une histoire qui est une histoire digne de Dumas ou de Ponson du Terrail. Oui, c'est vrai, j'aurais pu écrire des choses comme ça, ce qu'on appelle des sagas, et aujourd'hui ça s'appelle des séries. Oui. Et oui, j'ai imaginé ça à la suite d'un film. C'est un film du regretté Bertrand Tavernier qui nous a quittés il y a quelques jours, et dans une séquence de La fête commence, avec Philippe Noiret qui joue le rôle du régent, avec Marina Vladi, avec Jean Rochefort. Il y a une séquence d'une orgie, comme c'était souvent le cas sous le régent. Mais les vieux nobles étaient fatigués, gras, souvent sous, pas très jeunes, et donc les jeunes filles qu'ils avaient dans leurs bras, voilà, ils n'arrivaient pas à satisfaire toutes leurs exigences amoureuses. Et donc on faisait appel à des mire-ballets.
Alors, birbalé, c'est une façon, comme un diminutif. Qui c'est celui-là? Bah, lui, c'est un birbalé. Ça vient d'une espèce d'âne rare. C'était des ânes reproducteurs, qui étaient des ânes, comme le nom l'indique, reproducteurs, donc particulièrement bien pourvus. Et dans la région, quand on parlait d'un type qui était très actif sexuellement, on disait « lui, c'est un birbalé ». Voilà. Donc, ces gens-là ont existé. Dans cette scène, il y a un birbalé. Il ne dit pas son nom. Il dit simplement, il y a un mot dans le film, nous sommes la relève. Bon, très bien. Et pendant des années, j'ai imaginé la vie d'un garçon dont l'activité était d'aller faire l'amour à toutes sortes de femmes de temps en temps, comme un extra. Voilà. Et il était payé pour ça. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il peut devenir? Et je me suis amusé à inventer. Alors j'ai mis ça par écrit, ne sachant pas que ça s'appelait un birbalé. Voilà. Et vous avez écrit ce roman avec des intrigues dignes des séries d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Le but du jeu était effectivement qu'il ne se passe pas 10 minutes sans qu'il y ait une action quelconque, inattendue et originale. Mais c'est une nouvelle vocation, romancier. Alors oui. Moi, j'avais écrit toutes sortes de bouquins sur les enfants, sur l'Afrique, vous en parlez il y a un instant. J'en avais écrit un sur l'enfance d'un petit blanc dans une Afrique noire. J'ai été très heureux d'ailleurs, mais bon, c'était pas des romans. Et ça, c'est de la fiction pure et dure, quoi. Oui, mais avec quand même des événements historiques. Oui. Vous avez fait une enquête avant d'écrire ce livre. Oui, mais ça, c'est indispensable, c'est le cadre. Voilà. Donc, il faut que le cadre soit rigoureux. Je peux pas parler de la Pompadour sans dire que c'était la confidente de Louis XV, que c'était une femme intelligente, pas très ardente au lit, d'après ce que disait Louis XV, mais très écoutée à la cour, et qui influait le roi sur le choix parfois des ministres, etc. On ne peut pas dire ça et se tromper. Voilà. Dans les dialogues, on peut imaginer ce qu'on veut, ça c'est déjà fait. Bon, mais là, il faut que le cadre soit rigoureux. Oui, la Pompadour, elle est au cœur de cette histoire. Elle s'appelait Jeanne Poisson. D'ailleurs, on parlait des poissonnades. Oui. C'était des fake news, qu'on n'appelait pas encore des fake news, sur le roi et la marquise. Ah, c'était terrible. Parce que c'était des libelles, comme on disait, c'était des sortes de poèmes satiriques, et on les récitait dans les cabarets de Paris. Et la police était extrêmement vigilante, d'autant plus que la marquise de Pompadour avait missionné le préfet de Paris de retrouver ces gars-là qui se produisaient dans les cabarets clandestinement. Et donc, on écrivait des poissonnades, vous avez raison, et c'était très, très méchant. C'était très drôle. C'était les chansonniers de l'époque, si vous voulez, mais ça y allait. Hein. Oui, ça y allait très fort, et on les censurait pas, on les mettait directement en prison. Ah oui, tout de suite. Alors, William Lémergie, quand on lit votre livre, on se dit que les situations que vous imaginez provoqueraient aujourd'hui des scandales sur les réseaux sociaux, parce que finalement, on n'a rien inventé aujourd'hui. Oui, c'est possible. Alors, ça serait amusant de savoir si les réseaux sociaux avaient existé à l'époque. Je ne sais pas comment ça se serait passé. Je ne sais pas si la royauté aurait résisté longtemps, car les choses ne se savaient pas. On ne savait pas ce qui se tramait dans les couloirs de Versailles. Tandis que là, tout se sait tout le temps, et souvent, tout est faux. Et donc, ça serait la guerre civile à l'époque permanente, d'autant qu'ils étaient un peu guerriers en ce temps-là. Mais c'est vrai qu'il faut que ça bouge tout le temps. Il faut que ça soit comme une série. Les réseaux sociaux, à l'époque, j'ose même pas imaginer ce que ça aurait pu donner. Alors, votre personnage s'appelle Moreau, c'est un séducteur, c'est un paysan qui va devenir gentilhomme. Il a l'art de séduire, il a la force, et il se retrouve effectivement dans ces soirées privées où le libertinage est courant. Alors oui, c'est même un rendez-vous presque mensuel entre tous les nobles et les bourgeois riches de la région. Nous sommes dans le Périgord, on est dans les années entre 1810 et 1860, et ils se retrouvent tous, mais là, ce sont des bacchanales, c'est-à-dire que tout est permis, avec sa femme ou la femme du voisin, qui est d'accord l'une et l'autre. Plutôt la femme du voisin, d'ailleurs. C'est mieux, à tout prendre. Bon, très bien. Et là, c'est le cas. Et lui, on le fait venir parce qu'on a appris que ce garçon était particulièrement vigoureux avec toutes les jeunes filles de la région, qui peuvent tout en témoigner. Il est sympathique, il est drôle, et en plus, quand il vous prend dans les bras, c'est le paradis, comme dit l'une d'entre elles au curé du village. Voilà. Alors, c'est quand même pas des sujets que vous avez eu l'habitude de traiter, c'est Non. Non, c'est bien la première fois. Et c'est une envie, c'est un désir? Non. Par contre, il y avait une obligation. Quand on écrit un roman de ce genre, c'est pas un roman libertin, mais ça part de libertinage parfois. Il y a 4 scènes dans l'ensemble du bouquin. Mais il fallait, là encore, il fallait
suggérer, montrer de loin, mais pas insister. C'était ça l'idée. Donc ça n'a pas été très facile. Il fallait y aller doucement, mais quand même, il fallait que ça ressemble à une soirée olé olé. Quand Voilà, même. ouais. Eh oui. Je suis sûr que Brigitte Lahaye pourrait en parler longuement Oh, avec mais vous. oui, volontiers. Dans Faites-moi penser à lui offrir le livre. Absolument. Alors, il y a quand même un trio que vous imaginez, un trio qui est un peu à la fois proche des pieds nickelés d'Alexandre Dumas et Oui. de Penseur du Terrail. Oui, ou alors Ocean Eleven, Ocean 12 avec Brad Pitt et toute Ouais. sa bande de copains qui dévalisent des casinos. C'est un peu ça. Il y a un curé défroqué. Oui, Tout le monde le sait. Oui. Il a des aventures et un mari lui court après. Ah oui, bien sûr. Ça se passe sur un toit, mais il se sauve. Il a le pantalon aux chevilles. Il y a un ancien soldat qui est devenu maître d'armes, qui donne des cours. Et puis, il y a le frère du héros, qui est son frère aîné, qui est son protecteur et qui a juré de ne jamais le quitter, car il faut qu'il soit là, étant donné qu'il va se lancer dans des aventures difficiles. Et voilà, ces trois-là, plus Moreau, les voilà tous les quatre. Ils cherchent quoi? Ils cherchent le pouvoir, l'amour et l'argent. Voilà. Donc, on est dans Dallas. Ah bah aussi, bien sûr, oui, je suis d'accord. Oui, c'est un Dallas d'aujourd'hui. Oui, il y a des personnages qui sont comme ça. Mais le but du jeu, c'est d'avoir des personnages odieux qui parfois deviennent sympathiques. Et puis après, il y a un retournement de situation et ainsi de suite, quoi. C'est ça qui est rigolo. Mais il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de rebondissements. Vous êtes dans la tradition de Dumas, de Penseur du Terrail et des feuilletonistes du Ah oui, 19e les siècle. feuilletonistes, il fallait impérativement, parce que sinon on ne le lisait plus dans le journal de l'époque, il fallait qu'il y ait quelque chose de nouveau dans les aventures de... Sinon, ça marche pas. Donc là encore, c'est le principe de la série. On n'a rien inventé. Hein. Quand vous parlez de Dumas, c'est lui qui a inventé le concept. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est qu'il faut que quelque chose se passe, quelque chose que vous n'avez pas prévu, vous le lecteur. C'est la règle. Mais vous auriez pu faire de ce roman un scénario de cinéma. Mais qui vous dit Voilà. que moi j'ai écrit ce roman-là avec une caméra dans le crayon, hein. Donc tout ce que vous pouvez prendre n'importe quelle page et dites-moi ça se passe là et je vais vous raconter la scène, comment elle est habillée, qu'est-ce qu'elle fait, comment est le jardin, est-ce que c'est en été, et quelle couleur, etc. Moi tout ça est dans ma tête, je le vois. Oui, et Je l'ai filmé. Le cinéma, en plus, c'est une passion, je crois, qui vient de vos parents. Oui. Vous alliez au Rialto à Alger voir des films tous les vendredis. Ah, à peu près, oui. Que c'était très rare quand on n'y allait pas. C'était devenu absolument la règle dans la famille. Et puis, il n'était pas question de me confier à une nounou ou quoi que ce soit. Même quand j'avais 7-8 ans, ils m'emmenaient voir des films policiers. Je ne comprenais pas tout, mais comme ça, je restais avec mes parents. Et puis on voit, en lisant votre roman, on s'aperçoit que finalement, on mangeait beaucoup à cette époque-là. Oui. Les menus des banquiers étaient C'était incroyable. Puis d'autant plus que là, ces gens sont relativement riches. Hein, le baron local, pour qui travaille le héros, il faisait venir des huîtres de Cancale. Vous vous rendez compte, ils sont dans le Périgord. On prenait pas n'importe quel beurre, on prenait un beurre des Charentes, on faisait venir... Et les repas, mais c'était des marathons, quoi. Et évidemment, quand ils sortaient de là, ils étaient crevés. Voilà. Et d'ailleurs, Dumas faisait ça, ses repas étaient pantagruéliques et toute sa fortune y est passée. Et oui aussi. Alors, vous évoquez aussi Paris au temps de Louis XV. Finalement, il ressemble à aujourd'hui, on ne pouvait pas marcher sur la chaussée. Sans risquer de se faire renverser. Oui. Alors aujourd'hui, on se fait renverser par des vélos. Voilà. Mais à l'époque, c'était des charrettes. Voilà. Et on vous proposait de l'eau de vaisselle comme un breuvage royal. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous savez, c'était les colporteurs. Ils avaient dans le dos une sorte de récipient dans lequel ils prétendaient avoir du jus de citron avec un peu de cannelle, et vous versez ça dans un petit bol. Et en fait, c'était de l'eau de vaisselle, c'était rien du tout. Alors, il fallait lui donner 5 sous, et le type se sauvait en courant, quoi. Et après, vous jetez ça dans le caniveau. Et puis il y a des choses dans ce livre qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, comme un artificier boulevard du Temple qui faisait éclater ses feux d'artifice devant sa boutique. Oui. Et alors, Ça existait, ça? Oui, c'est amusant parce que quand l'artificier avait sa boutique, le but, c'était quand même de faire venir des clients. Et les feux d'artifice, c'était des choses que l'on faisait pour toutes sortes de fêtes, qu'elles soient religieuses ou païennes. Et alors, sur les balcons, il y avait des complices et des gens qu'on payait pour faire péter les feux d'artifice comme ça. Alors, ça ameutait la foule. On disait, qu'est-ce qui se passe? Ils s'approchaient et ils voyaient que c'était là qu'on vendait des feux. Et c'était une manière de faire de la pub. Et puis il y a des vengeances comme dans Monte Cristo. Ah oui.
Ça, Bah oui. ça vous a marqué, Monte Cristo. Ah bah oui. Vous savez, ce roman, c'est à la fois Fanfan la tulipe, Barry Lyndon, Tom Jones, c'est ma référence. Autant que des ouvrages, peut-être plus avec les films. Donc, la vengeance, c'est terrible et c'est pas fini. Parce que là où ça s'arrête, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Ça sent la vengeance aussi. Voilà. Effectivement, il y aura peut-être une suite. Oui, bien sûr. Voilà. En tout cas pour moi, mais maintenant c'est mon éditeur qui décide. Mais ça veut dire aussi, quand on lit votre livre, que tout ce qu'on voit à la télévision, ça n'a pas changé depuis Louis XV, William Lémergie. Ouais, c'est le même principe en tout cas pour les récits. Et vous avez des gens puissants, sauf que maintenant c'est un peu plus difficile de faire ce qu'on veut pendant des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Et en même temps, les femmes, on ne parlait pas des mouvements MeToo, les femmes Non. étaient vraiment pas les victimes des hommes. Oui, Presque. mais sauf une. Sachant cela, je crois que j'ai été influencé par ce mouvement auquel je m'associe évidemment, ayant souvent travaillé avec beaucoup de femmes. Je vous en ai cité quelques-unes, d'Eliane Victor à Jacqueline Joubert, la petite Dorothée, que j'appelle toujours ma petite. Et là, il y en a une dans le roman qui tout d'un coup devient la seule femme entrepreneure en France à cette époque, vous imaginez. Elle, pour des raisons que je ne vous expliquerai pas, elle devient la directrice d'une entreprise qui fabrique des canons. C'est incroyable. Et c'était elle-même un canon de beauté d'ailleurs. Oui, c'est évident. Et pour le savoir, il faut lire ce roman Mire-Balai ou l'amour interdit chez Albin Michel, qui est passionnant, qu'on ne lâche pas jusqu'à la fin. C'est gentil, merci Et Jacques. puis on vous retrouve sur C8 à midi tous Ouais. les jours. Oui, au milieu de tout ça. Oui. Et puis continuez comme ça, parce que vous avez encore plein de choses à lire. Oui, je suis tellement jeune en plus. Merci beaucoup. Ne changez rien. Merci de m'avoir invité. Merci William Lémergie. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.